Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 23 février. Les chutes de neige et les avalanches provoquent de nouveaux drames en Europe. Une cinquantaine de personnes ensevelies en Autriche, 20 seraient vivantes, 40 000 personnes bloquées dans les stations de Davos et Klosters en Suisse. Près de Sion, 8 personnes dont 7 Françaises sont mortes. Dans la Vanoise, les sauveteurs tentent toujours de porter secours aux randonneurs isolés depuis 8 jours dans un igloo. La paix au Kosovo fait des petits pas à Rambouillet. Les négociations reprendront le 15 mars. Le fabricant de jeans Levi's ferme la moitié de ses usines au Canada et aux États-Unis. La firme est confrontée à de nouvelles attentes des jeunes consommateurs. Devant la Cour de justice de la République qui siège pour une dernière semaine d'audience, les derniers témoins sont venus conforter les choix des ministres accusés. Tonton David revient, le chanteur de reggae présente un 4e album après 3 années de silence sous le titre « Faut que ça arrête ». C'est quasiment heure après heure que l'on apprend les effets successifs et dévastateurs des abondantes chutes de neige. Dernière information en date, elle est venue d'Autriche, où une gigantesque avalanche a détruit une partie du village de Galtwer. C'est dans l'est de l'Autriche, dans la vallée de Pasdaun. 55 personnes ont été ensevelies par cette avalanche, 20 d'entre elles ont pu être secourues et sont vivantes. Commentaire Olivier Caroff. Ils tentent de décoller, mais pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Les sauveteurs autrichiens savent qu'une énorme avalanche a enseveli cet après-midi plus de 50 personnes à Galtür, une station de ski située à l'ouest du pays, mais impossible de rejoindre les lieux. Les tempêtes de neige coupent totalement du monde ce village, perché à 1600 mètres d'altitude. Voici les dernières images de la région de Galtür avant la catastrophe. À 16 h, une avalanche a emporté plusieurs chalets, alors même qu'une évacuation préventive était en cours. Seule une vingtaine de survivants ont pu être retrouvés. Il y aurait 7 morts et 4 blessés dans un état critique. Tout à coup, on s'est retrouvé dans le noir, explique par téléphone un hôtelier de la station. On est sorti comme on a pu aussi vite que possible. Un responsable du tourisme autrichien fait le point. C'était un peu après 4 heures de l'après-midi. 3 avalanches sont tombées sur Galtür. Elles ont touché une demi-douzaine de maisons. Dans un premier temps, on a compté une cinquantaine de disparus. Puis on a retrouvé une vingtaine de rescapés, dont 4 blessés graves. Mais à l'heure actuelle, 20 personnes sont toujours sous l'avalanche. Les secours ne pensent pas pouvoir atteindre Galtür avant demain matin. Les 3000 touristes et les 700 habitants du village vont donc devoir tenter l'impossible, seuls au monde. Mais pour tout secours à Galtür, il y a 5 gendarmes et un médecin. La situation risque d'empirer dans la nuit. Il y a des chutes de neige qui sont prévues également. En Italie, à Morgex, dans le Val d'Aoste, une femme a été tuée et 3 personnes blessées ce matin lors d'une avalanche qui s'est déclenchée à une dizaine de kilomètres de Courmayeur, à la frontière avec la France. Plusieurs habitations ont été recouvertes. La station de Courmayeur était d'autre part coupée du reste de la vallée. En Suisse, 40 000 personnes, dont 20 000 touristes, ne peuvent quitter les stations de sport d'hiver de Davos et Klosters, situées dans le nord-est de la Suisse. Toutes les voies d'accès ont été fermées devant les risques d'avalanche et les nouvelles chutes de neige. Et dans le canton du Valais, les sauveteurs n'ont toujours pas retrouvé les corps de 7 personnes disparues à Evolène, près de Sion. Parmi les victimes, il y aurait une famille de la région de Caen ensevelie dans un chalet. Commentaire Hélène Hugues. Toute la journée, centimètre par centimètre, les secouristes ont fouillé l'épaisse couche de neige. Sous ces monticules, un chalet a été englouti par l'avalanche dimanche soir. À l'intérieur se trouvaient 5 personnes. Un Suisse de 28 ans, son corps a été découvert cet après-midi. Il y avait aussi 4 membres d'une même famille, dont un bébé, tous originaires de Caen, dans le Calvados. Aucun n'a été localisé. Les chances de les retrouver vivants sont ce soir infimes. L'avalanche a également enseveli une route. 3 promeneurs français, eux aussi, originaires de la Mayenne, ont été emportés. Une petite fille de 9 ans qui marchait en arrière a pu être sauvée. Blessée à la jambe, ses jours ne sont pas en danger. Dimanche soir, 2 corps avaient été retrouvés dans une voiture, ceux d'un jeune couple habitant Evolène. Au total, l'avalanche pourrait avoir fait 10 victimes. Quant aux 3 randonneurs bloqués depuis 8 jours et 8 nuits dans un igloo qu'ils ont construit à 3000 mètres d'altitude dans le massif de la Vanoise en Savoie, ils n'ont toujours pas pu être secourus. Les conditions météo exécrables ont obligé les sauveteurs à rebrousser chemin. Reportage Benoît Gadret, Jean-Claude Martin et Thierry Monnier.
Après plusieurs jours de tempête de neige, de brouillard épais, le ciel s'est enfin déchiré à la mi-journée, laissant apparaître quelques sommets du massif de la Vanoise. Les secours se sont engouffrés dans cette fenêtre météo. 3 hélicoptères avec à bord des CRS et des gendarmes ont tenté de survoler le glacier où se trouvent les 3 randonneurs. En vain, car très vite, faute de visibilité en altitude, les sauveteurs ont dû renoncer. Si les nuages s'en vont, on verra si le vent gêne, mais bon, pour le moment, c'est surtout les nuages, parce que c'est tout dans le brouillard. Les secouristes ont également tenté une opération terrestre. Est-ce que tu as encore des gens disponibles là, qui sont rappelables? 12 CRS sauveteurs qui patientaient dans un refuge ont tenté de rejoindre en ski les naufragés. Ils ont dû rebrousser chemin, la visibilité étant nulle, le risque d'avalanche maximum. Les 3 randonneurs sont donc toujours bloqués, enterrés dans un trou, sans vivre et sans eau. Le risque d'hypothermie va s'aggravant petit à petit et il est clair qu'il faut beaucoup de résistance et beaucoup de force de caractère pour pouvoir résister à de telles intempéries. Mais ceci étant, rien n'est perdu parce qu'on a l'expérience, on a le vécu. Il y a quelques années ici, nous avons retrouvé après 7 jours des Allemands vivants. Ce soir, les 3 randonneurs entament leur 8e nuit à 3000 mètres d'altitude, à une température d'environ moins 17 degrés. Benoît Gadret, ce soir, est-ce qu'on va tenter à nouveau, ou dans la nuit, ou demain matin, d'aller secourir ces randonneurs? Alors, écoutez Claude, à la faveur d'une accalmie, les sauveteurs devraient tenter ce soir une nouvelle opération terrestre, avec un groupe d'hommes qui partirait d'un refuge de haute altitude, opération aérienne également avec des hélicoptères, manœuvre extrêmement délicate car de nuit, les pilotes doivent se diriger à vue, cela nécessite donc un ciel extrêmement dégagé et clair. Mais il faut savoir que des gens ont déjà été sauvés dans ces conditions. Si toutefois ces opérations nocturnes échouent, eh bien c'est une perspective plutôt inquiétante car il faudra attendre jeudi matin. Demain, Météo France prévoit en effet de fortes chutes de neige sur le massif de la Vanoise. Merci Benoît. Dans les Pyrénées, les services de secours sont plutôt pessimistes en ce qui concerne la situation de 2 randonneurs, un homme et une femme. Ils n'ont pas pu être localisés dans le massif du Montaigu malgré le travail de 50 gendarmes, de CRS, la pointe de chiens d'avalanche. Les recherches reprendront demain matin. L'une des personnes recherchées a été blessée après une chute. Ce sera la 3e nuit dehors pour ces 2 randonneurs dans les Pyrénées, dans le pic de Montaigu. Outre ces drames et ces situations tragiques dues aux intempéries et aux chutes de neige, il existe des situations de vie quotidienne difficiles dans les Alpes. Ainsi, à Flaine, où depuis le 27 janvier, le centre d'études de la neige installé à Grenoble a recensé 4,37 m de neige, 4,37 m. Pour se prémunir contre tous les dangers inhérents à ce type de situation, les autorités ont décidé depuis 2 jours d'interdire tout déplacement, sauf en convoi. Pas question de skier ou d'aller se promener. À Flaine, on vit dans l'attente d'une meilleure météo et les ravitaillements nécessaires se font au prix de strictes mesures de sécurité. Voyez le reportage à Flaine de Bertrand Coq et Grégoire Ozina. Ils sont là depuis le matin. Bloqués à la sortie des Carreaux, à 12 km de Flaine, la station isolée. Il y a là le boulanger, le marchand de légumes, le livreur de viande. Tous des montagnards que l'hiver n'effraie pas. Ils ont répété l'avalanche, faut pas dire. Bon, c'est exceptionnel, mais je pense que les gens n'ont plus l'habitude de voir des gros hivers comme ça. Et bon, cette année, on met un peu les points sur les i et on revoit les gros hivers d'autrefois. S'il vous plaît, donc les dernières nouvelles. Donc le convoi partira de Flaine, du col de la Pierre Carrée à 10h15. Et le convoi des Mauliers partira à 11h moins quart précise. Il neige sans discontinuer. 12 km à grimper, plus d'1 heure en convoi derrière le chasse-neige. Mais là-haut, ils auront du pain. Pour les Jeux, il faudra attendre. Risque d'avalanche maximum. La station de Flaine se trouve virtuellement en cessation d'activité. Le maire, sur la brèche depuis 2 jours. Un œil sur ses administrés, l'autre sur la menace. Voilà, donc vous les voyez juste au-dessus, hein, donc c'est par avalanche. Donc on voit bien, il y a la partie, si vous voulez, en fait, droite et gauche. Certains donc sont engorgés. La neige qui vient au-dessus donc devient menaçante. Donc les paravalanches perdent de leur efficacité en partie. L'avalanche peut partir et si elle part, peut emporter les parties basses. Et à ce moment-là, l'avalanche serait beaucoup plus dramatique. Hier, monsieur le maire a même décrété le couvre-feu, interdiction de sortir. Et pour faire respecter la consigne, il a fait appel aux chasseurs alpins. Cette nuit, j'ai eu l'occasion de faire un tour de tous les postes qui étaient en place.
et les gens sont assez compréhensifs. Compréhensifs comme la famille Félix de Blanc-Ménil, les grands-parents, leurs petites filles, forcés de déménager. Ben voilà, nous étions dans un appartement à Andromède, et puis comme c'est un appartement nord, on a peur que l'avalanche le détruise, alors on nous a relogés dans un peu plus haut. Alors nous rejoignons en direct de Prague la Danoise Benoît Gadré. Ça vous fait pas peur les avalanches? C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Moi je pense que comme tout ce qui s'est passé à Chamonix, les gens prennent un peu plus de précautions. Petit mieux en début d'après-midi. 2 pistes ouvertes sur la quarantaine que compte la station. Maigre consolation, le tire-fesse est gratuit. On essaye de skier entre guillemets quelques heures par jour et on attend que ça s'arrête, mais j'ai l'impression que la semaine va y passer, quoi. Et le pire est peut-être à venir, car si le temps ne s'améliore pas, les quelques 3000 infortunés de Flaine ne sont pas à l'abri d'une évacuation. Pas de problème. À Rambouillet, la conférence de paix qui réunissait Serbes et Kosovars pour tenter de trouver un compromis, mettant fin aux massacres, aux affrontements, aux combats entre séparatistes du Kosovo et l'armée de Belgrade, cette conférence s'est achevée cet après-midi sur l'esquisse d'une solution. On se reverra le 15 mars prochain. C'est donc, Jean-Marc Ilouz, le début d'un processus. Oui, disons, c'est un demi-succès ou un demi-échec comme on voudra, mais vous savez, en Yougoslavie, les baguettes magiques n'existent pas. Alors bien sûr, Serbes et Kosovars n'ont pas dit oui au contrat de paix, au contrat d'autonomie qu'on leur proposait, mais disons qu'ils ont en quelque sorte signé une promesse de vente qui reste à concrétiser. On est passé bien près d'un échec, pur et simple, mais finalement à 17h15, Hubert Vedrin et Robin Cook arrivaient à sortir de leur chapeau un compromis écrit entre souveraineté territoriale serbe et aspiration démocratique de la majorité albanaise du Kosovo. Pour les modalités d'application civile et militaire, on se reverra le 15 mars, et d'ici là, bien sûr, les menaces de l'OTAN restent en place. Eh bien, je crois qu'à Rambouillet, nous avons posé le socle d'une solution et nous avons bâti une espérance. Parce que pour les uns comme pour les autres, nous avons défini ce que peut être leur coexistence. C'est extraordinairement compliqué, nous le savons, nous l'avions dit avant, on l'a dit pendant, je le dis aujourd'hui. Mais nous avons enclenché ce processus et aujourd'hui, les deux délégations nous ont dit, avec des réserves, mais qui ne sont pas les mêmes de part et d'autre, qu'elles étaient d'accord sur les grands principes de l'accord intérimaire que nous avions élaboré au sein du groupe de contact et qu'elles étaient d'accord pour revenir discuter de toutes les modalités d'application. Alors Jean-Marc Ilouz, il y a plus de positifs dans le bilan que de négatifs. Écoutez, tout cela reste très compliqué, les ministres le confient volontiers aux journalistes. Disons, ce qui est positif, c'est que pour la première fois, Serbes et Kosovars vont pouvoir disposer, pour discuter, d'un cadre autre que les haines recuites au XIXe siècle. Pour la première fois, les Serbes ne disent plus « autonomie n'est pas serbe », ils se disent même prêts à accorder un peu plus aux Kosovars, les laisser mieux s'administrer eux-mêmes. Et pour la première fois de leur côté, les nationalistes kosovars, les indépendantistes kosovars, à défaut de renoncer à l'indépendance, se disent que peut-être, en attendant, 3 ans d'autonomie pourraient leur éviter bien des drames, à condition bien sûr que les Occidentaux ne laissent pas faire si d'aventure dans les prochaines semaines, l'armée serbe reprenait ses campagnes d'épuration ethnique au Kosovo. Oui, comme s'ils se moquaient des discussions diplomatiques, les combattants serbes et les indépendantistes kosovars se sont affrontés dans le nord du Kosovo, près de la ville de Vucin. La police et l'armée ont utilisé des chars, tandis que l'UCK, Armée de libération du Kosovo, répondait par des rafales d'armes automatiques. En 3 jours, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a comptabilisé 9000 personnes qui ont tenté d'échapper à ces combats. Parmi ces réfugiés, beaucoup ont choisi des villages tenus par les indépendantistes. Nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny et Jean-François Renou, viennent de nous adresser leur reportage effectué justement dans un fief des rebelles de l'UCK. Les combattants de la guérilla indépendantiste, l'UCK, ne relâchent pas leur vigilance à l'orée des territoires qu'ils contrôlent. La route Pristina-Belgrade est à quelques centaines de mètres. L'activité militaire est réduite en hiver, mais les déplacements de troupes yougoslaves se poursuivent dans la vallée. Ici, on vit toujours à l'heure de la guerre, sans trop croire aux accords de Rambouillet. C'est nous les autochtones. Et ce sont les Serbes qui sont venus occuper notre terre. L'UCK contrôle un tiers environ du territoire de cette province du Kosovo, grande comme le département de la Gironde.
L'avantage de la guérilla sur l'armée yougoslave est que la majorité de la population est d'origine albanaise. L'UÇK, qui obtient une reconnaissance internationale à Rambouillet, continue sur le terrain de préparer la guerre. Nous ne voulons déposer les armes sous aucune condition. Et à l'avenir, l'UÇK deviendra l'armée du Kosovo libéré. Tout ce que l'on peut constater ce soir, c'est qu'il y a un net décalage entre l'autonomie substantielle proposée à Rambouillet et la volonté farouche des combattants de l'UÇK de poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance. Et entre les négociations et les combats en territoire kosovar, pour comprendre l'enjeu du conflit, dont l'un des maîtres est le président serbe Slobodan Milosevic, nous vous proposons ce soir ce rappel des faits et des déclarations des différents acteurs présents, pour certains au pourparlers de Rambouillet. Explication Bernard Lebrun. Le massacre de trop. 45 civils tués, hommes, femmes, enfants, tous d'origine albanaise. Un an après le soulèvement de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, un an après le début de la terrible répression des forces spéciales serbes, la communauté internationale se saisit enfin de la question du Kosovo. 4 jours après le massacre de Ratchak, le groupe de contact, soit les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, décide d'imposer des négociations aux belligérants par la force, s'il le faut. Prenez les choses au sérieux. Cette fois, il ne s'agit plus de faire semblant. Immédiatement sur les bases italiennes de l'OTAN arrivent des renforts américains. Bill Clinton menace de bombarder la Yougoslavie et annonce que l'Alliance Atlantique enverra 30 000 hommes au Kosovo. Si le 20 février à midi, la conférence de Rambouillet n'aboutit pas, cela s'appelle un ultimatum. Le 6 février, le président Chirac ouvre la conférence, Albanais et Serbes sont présents dans la même salle, et c'est déjà, c'est vrai, une grande victoire de la diplomatie. Alors que Ratchak enterre ses martyrs, les positions des Serbes et des Kosovars semblent de plus en plus inconciliables. Le marathon de Rambouillet est bloqué. 15 laborieuses nuits et journées de discussion n'ont rien donné. Ce samedi 20 février, l'ultimatum de midi vole en éclats. Pire, la menace de frappe disparaît. Si les discussions échouent parce que les Serbes ne disent pas oui, nous aurons des bombardements. Si les discussions échouent parce que les Albanais ne disent pas oui non plus, nous n'aurons pas à les défendre et de fait, il n'y aura pas de bombardement sur la Serbie. Les ambassades occidentales qui dimanche évacuaient Belgrade, ce n'était que de la gesticulation diplomatique. Alors question, l'arrivée des B-52 américains en Europe relève-t-il du même registre ? Les Serbes ne sont pas loin de le penser quand désormais ils mettent en cause la crédibilité des ultimatums de l'Occident. En Turquie, la Cour de sûreté de l'État d'Ankara a officiellement procédé à l'incarcération du chef kurde Abdullah Öcalan. Celui-ci fait l'objet maintenant d'une procédure pour tentative de diviser l'État, procédure pour laquelle il risque la peine de mort. 4 avocats se sont proposés pour défendre Abdullah Öcalan. Ils sont arrivés à Moudania, en face de l'île-prison d'Imrali, pour tenter de rendre visite à leurs clients qui s'y trouvent déjà. Pendant ce temps, des manifestations continuent en Europe, ainsi des Kurdes campent devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. À Bruxelles, les négociations concernant la réforme du financement de la politique agricole commune laissent apparaître une profonde divergence entre la France et l'Allemagne, tant sur la méthode que sur le fond du problème à traiter. Le ministre français Jean Glavany a confirmé ces divergences. M. Glavany a également vertement répondu au député Philippe Vasseur qu'il y avait une position commune entre M. Chirac et Jospin sur ce problème, contrairement à ce que l'ancien ministre de l'Agriculture d'Alain Juppé avait prétendu ce matin sur France 2 dans les 4 vérités. Position commune confirmée par l'Élysée. L'un des points des accords à Bruxelles porte sur la proposition de la Commission européenne de baisser de 15% le prix du lait, baisse accompagnée d'une hausse des quotas de 2%. La France est favorable au maintien du système actuel. Notre enquête, effectuée parmi les industriels du lait, mais aussi les producteurs, tente de répondre aux interrogations soulevées à Bruxelles. Reportage Éric Mézy, Alain Poirier. 7h30. La dernière goutte de café avalée, on se presse. Les vaches n'attendent pas. Denis et sa femme sont paysans par passion. Ici, pas de vaches suralimentées à coups de rations protéinées. Les animaux nourris à l'herbe donnent, c'est vrai, moins de lait, mais il est de qualité et coûte moins cher à produire. Sur 1 litre de lait qui lui est payé 2 francs, Denis gagne 1,20 franc. C'est une bonne marge, mais comme les autres producteurs, il redoute aujourd'hui les conséquences d'une baisse des prix proposée par la Commission européenne.
On a essayé de travailler sur la réduction des charges à nouveau, dire encore gérer au plus juste, mais pour la majorité des agriculteurs, ce qu'on leur propose et ce qu'on leur anime comme solution, eh bien c'est d'en faire plus, faire une course au volume, entreprendre une autre production, et voilà, on tombe dans l'enchaînement, c'est-à-dire bouffer son voisin pour pouvoir se maintenir. Et ça, c'est des solutions qui sont dramatiques. Tous autour de la table ont connu l'instauration des quotas en 1984. Depuis cette date, la limitation de la production a permis de maintenir les prix à un niveau correct et donc des revenus décents, même pour les petits producteurs. Pour tous, il est dangereux de vouloir changer le système. D'ailleurs, ils l'ont calculé, cette nouvelle réforme leur ferait perdre 10% de leurs revenus, 25 000 francs par an, sans que cela profite aux consommateurs. À la fois la baisse des prix, plus les aides qu'on nous accorde pour qu'on maintienne un revenu, n'ont pas d'incidence sur le coût alimentaire pour les consommateurs. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? On ne comprend plus trop cette logique, quoi, hein. Plus surprenant, les industriels qui achètent le lait ne sont pas pour la baisse des prix. Nous sommes à la fromagerie de Bouvron, fleuron du groupe Beignet. Ici, chaque jour, 1 million de tonnes de lait est transformé en gruyère. Pour ce géant de l'agroalimentaire, choisir comme référence un lait produit dans des conditions particulières est une aberration. Le lait de Nouvelle-Zélande, par exemple, provient de fermes qui comptent des milliers de vaches. Il ne sert qu'à faire du lait en poudre, du beurre ou du fromage fondu. Rien à voir avec les produits européens. On a l'impression qu'on nous dit en permanence, les Australiens et les Néo-Zélandais, c'est le modèle, et vous devez vous rapprocher du modèle néo-zélandais. Et nous ne faisons pas le même métier. Nous ne faisons pas le même métier que les Néo-Zélandais et les Australiens, et nous revendiquons de continuer à faire un métier à haute valeur ajoutée. Sur ce dossier, le gouvernement, les industriels et les producteurs sont d'accord. Cette réforme coûtera cher en compensation aux agriculteurs, alors que l'heure est aux économies. De plus, la France n'estime pas nécessaire de partir aujourd'hui à la conquête d'hypothétiques marchés mondiaux. Aux États-Unis et au Canada, le célèbre fabricant de jeans, Levi's, annonce la fermeture de la moitié de ses usines. Près de 6 000 personnes seront licenciées et la firme américaine veut maintenant avoir recours à la sous-traitance. De fait, la mode par nature change. Celle des jeans est actuellement supplantée par d'autres formes d'habillement, signe des temps. Enquête Émilie Lançon, François Granier. Ça, c'était avant, le bon vieux jean moulant version cow-boy. Mais aujourd'hui, le jean branché, c'est ça. Ça, c'est la mode, ça, c'est du bon. Regardez, le baggy, un jean en plat taille basse, le jean des surfeurs. Ce n'est pas nouveau, c'est la rue qui fait la mode et le jean serré. Les ados n'en veulent plus. Je sais que le jean, je peux plus en mettre. C'est trop, si je suis pas à l'aise dedans, c'est trop serré. Et pour faire du skate, c'est mieux d'avoir un jean large. Dans les années 70, le Levi's 5 poches, une plus petite pour le briquet, c'était le jean qu'il fallait avoir. C'était le jean du rebelle. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus s'habiller comme leurs parents. Des marques nouvelles ont pris le relais et se sont lancées dans le jean fantasy. Les couturiers, eux aussi, ont investi le marché. Alors, ringard le Levi's ? Le jean, c'est jamais fini, c'est le tissu du siècle. Mais vous n'êtes plus obligé d'acheter le vrai Levi's, parce qu'il est devenu un objet presque banalisé, et en tout cas basique garde-robe, et qu'au bout d'un moment, ça vous est égal de ne plus avoir écrit la marque sur les fesses. Un coup dur pour Lévi-Strauss, le numéro 1 mondial. Ses ventes ont reculé de 8% en Europe l'année dernière, et aux États-Unis, ce n'est guère mieux. Pour défendre la valeur de la marque, Levi's interdit les ventes à prix cassés dans les hypermarchés, et pour réduire ses coûts, la firme californienne ferme 11 de ses 27 usines américaines. 4 sites sont toujours très fortement menacés en Belgique et en France. Désormais, la seule légende Levi's ne suffit plus. Pour survivre, la marque devra s'adapter et reconquérir une jeunesse perdue. À Paris, la Cour de justice de la République entendait les derniers témoins cités par la défense dans l'affaire du sang contaminé. Parmi ces témoins, le prix Nobel, Jean Dosset, qui a notamment désigné les 2 responsables, selon lui, du drame, l'ignorance et le doute. Les derniers témoins ont tous apporté aujourd'hui un soutien aux accusés. Le plus célèbre d'entre eux, Raymond Barre, ancien Premier ministre. Compte rendu, Dominique Verdeillan, Guillaume Fautra. Devant la Cour de justice, les clivages politiques tombent. Plus question de droite, de gauche. Avenue Kléber, l'audience se transforme en jury d'honneur. Raymond Barre apporte sa caution politique à Laurent Fabius. Le dépistage du sida, dit Raymond Barre, est plutôt un exemple de rapidité qu'un exemple de délai excessif. Élogieux à l'égard de l'un de ses successeurs à l'hôtel Matignon, Raymond Barre se montre nettement plus prudent à l'égard des 2 autres prévenus. Georgina Dufoy plaide le partage des responsabilités entre son ministère et celui d'Edmond Hervé.
Raymond Barre a une autre philosophie. Le ministre de tutelle, dit-il, conserve l'entière responsabilité des questions traitées par le secrétariat d'État. À Edmond Hervé, qui était également député maire de Rennes, il est reproché par la Cour son manque de présence. Raymond Barre laisse tomber comme un coup près. Il appartient à chacun de se déterminer. Moi, je suis contre le cumul des mandats. En 1985, Jacques Fournier était secrétaire général du gouvernement. Lui aussi apporte son soutien à Laurent Fabius. Compte tenu de mon expérience gouvernementale, dit-il, je peux dire que Matignon a agi dans un délai extrêmement rapide. Délai rapide, incertitude médicale, ce sont les deux points de défense développés unanimement par les trois anciens ministres au cours de leur ultime déclaration. Ce drame me hante depuis 10 ans, lance Laurent Fabius à l'intention des victimes. Mais surtout, l'ancien Premier ministre s'adresse directement aux juges. Ne confondez pas, leur dit-il, la responsabilité pénale et la responsabilité politique. Cela pourrait aboutir à un refus de décider chez les politiques, à un recul immense, à une paralysie, à un retour de l'irresponsabilité. Responsabilité politique et responsabilité pénale que l'on retrouvera demain au centre des réquisitions. Devant le tribunal correctionnel de Paris, un couple malgache était poursuivi pour avoir employé une femme, également de nationalité malgache, dans des conditions d'esclavage. 18 mois d'emprisonnement ont été requis contre les accusés absents lors de ces débats. Reportage Thierry Curtet, Nathalie Gallet. Elle nous l'a confié, c'est le plus beau jour de sa vie. Le procureur vient de requérir 12 mois de prison ferme contre celle qui a fait d'elle une esclave, 2 ans durant. Pour Charline, c'est une libération. Je suis libre. Je pense que je vais oublier tout ce qui s'est passé. Charline et Mariette ont subi le même sort. En 92, contre la promesse de les envoyer à l'école, une riche famille malgache ramène 2 sœurs à Paris. Elles doivent faire le ménage et toucher 150 francs par mois contre 3 francs à Madagascar. Mais très vite, leur employeur change d'attitude, confisque leur passeport, plus d'argent, pas d'école, elles ne se nourrissent qu'à l'occasion. Le reste. Oui. Mangez les restes? Oui. Et vous dormiez où? Quand j'étais arrivée, j'ai dormi en salle de séjour. C'est par terre. Par terre dans la salle de séjour? Oui. Après, j'ai dormi par terre de la cuisine. Par terre dans la cuisine. Ça a duré combien de temps comme ça? 9 mois à peu près. Elles s'échappent et parviennent à prévenir un groupe de militants qui les dirigent vers un avocat. Durant 4 ans, et jusqu'à ce matin encore, elles étaient terrorisées à l'idée de rencontrer leur ancien patron. Depuis que le comité contre l'esclavage moderne s'est engagé dans cette croisade, on s'aperçoit qu'effectivement les cas sont très nombreux. On ne peut pas parler d'un phénomène de masse quand même, mais il y a probablement des centaines, peut-être des milliers de cas en France. C'est le 16 mars prochain que le tribunal rendra son jugement. Charline espère qu'il incitera d'autres jeunes filles exploitées à suivre son exemple. Dans le département du Doubs, près de Montbéliard, les habitants du village de Blussangeau, dont nous vous relations hier l'isolement, conséquence des inondations, ces habitants ont été ravitaillés grâce à la mise en place d'un pont militaire et de secours organisé par les sapeurs-pompiers. Comme ce village, d'autres dans ce même département du Doubs sont encore cernés par les eaux. Mais les prévisions alarmistes d'une crue du siècle du Rhin n'ont pas été confirmées aujourd'hui. La tendance est même à la décrue. Il faut cependant souligner toutes les mesures préventives qui ont été mises en place. Reportage Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. La nuit a été plutôt longue. Des heures à scruter les humeurs du Rhin. La hauteur d'une crue extraordinaire n'est pas unique. C'est que la crue du siècle, on l'a pas vue, quoi. Elle a failli venir, mais elle n'est pas venue. Puisqu'ils ont ouvert les polders et ils ont inondé une partie du Vieux-Rhin à Markolsheim. Et puis c'est ce qui a fait que cette eau n'est pas arrivée, quoi. De l'eau, il y en a pourtant eu beaucoup. 4000 mètres cubes par seconde, dont les forêts du Rhin se sont d'abord naturellement chargées. Quand l'eau a commencé à monter, les zones inondables non habitées, donc sans danger pour la population, ont commencé à se remplir. Puis, quand la crue s'est faite plus forte, on a ouvert les polders, des bassins artificiels aménagés par l'homme. En tout, 78 millions de mètres cubes d'eau stockés pendant quelques heures en attendant la décrue. On va suivre la montée du fleuve et, en fonction des zones disponibles, on va permettre à l'eau de s'échapper vers ces zones. Quel est le résultat? C'est que des millions de mètres cubes, au lieu de continuer à courir dans le fleuve, vont se répandre beaucoup plus calmement et que la montée des eaux va être plus faible. Donc le risque de débordement ou le risque de casser les digues est plus faible.
Moins d'inondations pour des dizaines de villages alsaciens, une faune et une flore qui retrouvent leur place dans la forêt rhénane. Quand l'homme écoute un peu la nature, il a finalement tout à y gagner. À Paris, 6 cas de primo-infection ont été constatés dans 2 crèches. Les faits remontent à plusieurs mois. Ils ne font que confirmer que la tuberculose n'a pas disparu et que des mesures de contrôle et de dépistage sont nécessaires. Reportage Benoît Thévenet, Nadine Picard. C'est dans 2 crèches différentes que 5 enfants ont contracté une primo-infection, phase première de la tuberculose. Chez un 6e, la maladie s'est déclarée. Tous avaient été en contact avec une auxiliaire puéricultrice infectée. Pourtant, aucune anomalie avait été détectée lors de l'examen médical d'embauche de la jeune femme. Mais à l'automne 98, malgré une toux persistante, l'auxiliaire a tardé à se faire soigner. Je pense qu'on ne laisse pas travailler quelqu'un qui est malade dans ce genre de métier, puisqu'ils sont au contact d'enfants en bas âge tous les jours. Début octobre, une fois le diagnostic établi, l'auxiliaire puéricultrice a été mis en arrêt maladie et les parents des enfants concernés ont été prévenus individuellement. On est remonté 6 mois en arrière, on a recensé tous les enfants et on a fait des examens systématiques à chacun de ces enfants, ce qui représente 250 enfants qui ont été suivis. 5 des 6 enfants touchés ont pu rapidement retourner à la crèche car ils ne sont pas contagieux. Tous suivent un traitement antibiotique pour plusieurs mois. 6 autres enfants et 8 adultes sont sous surveillance. Toutes les personnes malades avaient été vaccinées, mais le BCG n'est pas efficace à 100% pour certaines formes de tuberculose. Aujourd'hui, la maladie n'a plus la fréquence et la gravité qu'elle avait il y a quelques dizaines d'années. Pour autant, elle n'a pas été éradiquée. Elle diminue régulièrement. Actuellement, on a autour de 8000 cas déclarés chaque année, dont 400 chez les enfants de moins de 15 ans. Mais on n'a jamais été à des chiffres aussi bas en France. Parmi les 8000 cas annuels, la majorité concerne les personnes les plus défavorisées, celles qui ont le moins accès aux soins. Sport, voile, dans la course autour du monde, Marc Tiercelin, qui est toujours en tête malgré le retour pressant de l'Italien Soldini. Marc Tiercelin s'est arrêté après avoir franchi le Cap Horn pour procéder à plusieurs réparations. Commentaire Alexandre Cara. Dans une vie de marin, franchir le Cap Horn en solitaire, c'est peut-être la plus belle des distinctions. Pour Marc Tiercelin, ce n'est pas une première. Déjà en 97, il était passé par là à l'occasion du Vendée Globe. Du Pacifique à l'Atlantique, Tiercelin s'est vu contraint à une escale technique en terre de feu, le temps de panser les plaies laissées par la tempête. Tiercelin en tête de l'étape, malgré le temps perdu, toujours bien décidé à l'emporter dans une course autour du monde qui, à ses yeux, conserve tout son intérêt. C'est déjà un tour du monde. Déjà, il faut le réaliser. C'est jamais acquis. Je ne l'ai pas encore complètement réalisé, il me reste encore un gros quart. Et puis même si on n'est que 2 dans la 4e étape, Giovanni va un bateau qui va très vite, qui va un poil plus vite que le mien. Donc la course est tout à fait va être encore riche. Soldini est bien de cet avis. Preuve en est la constance avec laquelle il refait peu à peu son retard. Entre les 2 bateaux, il n'y a plus désormais que 150 000 d'écart, à peine 250 km. Soldini a d'ailleurs choisi de conserver à son bord Isabelle Autissier, sa passagère de fortune, histoire de rester dans la course. Ça voulait dire perdre du temps, ça voulait dire prendre des risques, parce qu'on n'est pas quand même dans les lacs de Garde, tu vois, on est au Cap Horn. J'ai parlé avec le directeur des courses, je lui demandais s'il fallait que je m'arrête pour débarquer Isabelle. Lui, il m'a très bien expliqué que de toute façon, la jury il va tenir compte de ça, que si j'estimais que ça me faisait perdre du temps ou que c'était plus simple de ne pas s'arrêter. Pour le Français et l'Italien, Punta del Este, Uruguay, n'est plus qu'à quelques jours. Pour départager les 2 hommes, il faudra attendre une dernière étape aux allures de duel dans l'Atlantique. Musique, le 4e album de Tonton David est paru aujourd'hui. Tonton David, c'est l'un des plus célèbres chanteurs de reggae français. Il avait été découvert et plébiscité en 91 avec le titre Peuple du monde. On se souvient de la phrase refrain, nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, son 4e album s'intitule Faut que ça arrête. Portrait de Tonton David avec Pierre-Emmanuel Luneau et Christophe Vignal. 4 ans après son dernier succès, les cheveux de Tonton David ont beaucoup poussé. Les couper les cheveux. Mon père, il a bien des vaccins. Et même si ça ne plaît pas à ses plus jeunes fans, Tonton David respecte désormais la tradition Rasta. Cheveux longs, non-violence, musique, reggae, et pour les paroles, du vécu. Rien que du vécu. En fait, moi j'ai l'impression de faire un peu de la tranche de vie, je fais de la brève de comptoir, moi. On commence à parler de, tu vois, quand on est en train de manger, on parle de choses, il y a des choses marrantes, il y a des choses plus graves.
Mais à chaque fois, c'est des choses qui me touchent. Ils ont appelé la police pour moi, prendre ses responsabilités, ça va de soi. Les créanciers sont après moi, trouver des vraies solutions, gratter des sous à Suza, faire face. Et faire face, tonton David sait ce que ça veut dire. À 11 ans, il volait sa première paire de baskets. À 14, sa mère quitte la famille. Et ce n'est qu'à 20 ans que la musique lui apparaît comme une issue. Il organise alors des sound systems, sorte de fête improvisée où le reggae fait oublier les galères. Tu vois, pour faire la promotion de ça, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est, à mon avis, c'est la première promotion de n'importe quel artiste de reggae. Moi, je viens de ça, moi, je viens des sound systems, de la même façon. Mais en même temps, comme je dis, j'ai l'impression que... Moi, quand j'ai commencé à faire les sound systems, je me suis dit, à 40 ans, je pense pas que je ferai encore des sound systems. Mais il faut pouvoir donner envie à d'autres qui ont 20 ans et l'énergie de 20 ans pour faire des sound systems. Je pense que c'est ça, en fait, la réalité de la musique, je pense. Allez, hein. Ciao, amigos. Sonne bien. Bah ouais, il faut, hein. Avec ce 4e album, le plus célèbre des Rastas français prouve qu'il n'a pas encore perdu la main. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant les intempéries, ce qui s'est passé avec les avalanches en Autriche, à Galtür, c'est dans le Tyrol autrichien. Le dernier bilan fait état de 7 morts, 13 blessés graves et de 25 personnes disparues. Et puis en Suisse, il y a 40 000 personnes bloquées près de Davos. Et puis enfin, dans la Vanoise, en France, pas de nouvelles des 3 randonneurs qui vont encore passer une nuit, sans doute dans leur igloo, mais il y a des secours d'organiser pour ce soir. À Rambouillet, des petits pas vers la paix, le début d'un processus dans la perspective d'une paix au Kosovo. On se reverra le 15 mars. Dans quelques secondes, Isabelle Martinet pour la météo. À 22h50, place de la République, le magazine de Gilles Schneider et Yamina Benguigui avec un thème autour des journalistes. À 0h20, le journal de la nuit de Laurence Ostolaza, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. À demain 20h, bonsoir, merci.